Bienvenue sur le podcast argentique.net. Donc je me présente, je m'appelle Gildas Le Petit-Castel. Je suis né à la fin des années 70, à une époque où la photographie n'était pas encore numérique. Et je n'étais pas bon du tout à l'école, donc j'étais dirigé, on va dire aiguillé, vers la Belgique, vers les Beaux-Arts, où j'ai pris grand plaisir à découvrir le dessin, la peinture, la sculpture, la sérigraphie et la photo. C'est là que j'ai vraiment eu une claque et un gros coup de cœur pour la Chambre Noire. J'en ai fait un peu ma deuxième maison parce que je me suis mis directement à acheter du matériel, à me créer un labo. Et ensuite, par la suite, donc, j'ai passé mon bac en Belgique. On m'a repris du coup repêché en France dans une fac où j'ai tenu 5 ans, difficilement, mais j'ai quand même tenu. Et là, j'ai toujours eu une activité pratique, une expression pratique photographique. Je tenais également le labo de la fac. Donc, tout passé par le tirage. Je dirais qu'au départ, j'étais plus tireur que photographe. Même si aujourd'hui, je suis défini par mon SIRET comme auteur-photographe. J'étais plutôt tireur et je tirais pour toute la fac. Alors, c'était assez amusant d'ailleurs parce que je m'entendais pas super bien avec le prof de photo à l'époque. Et il me donnait des notes du genre 3 ou 5 sur 20 en me disant que je savais pas tirer. Et moi, je tirais les 50 autres personnes de la classe et eux, ils tournaient entre 16 et 20. C'était mes tirages. D'accord. Voilà. Donc ça a toujours été un peu comme ça, m'a fait marrer, j'ai jamais râlé. Voilà, je me suis dit, si j'ai 49 fois ça, 49 fois 15, je suis déjà content, quoi. Donc c'était comme ça. Donc j'ai plutôt appris à tirer, et après, c'est plutôt créer les images qui m'a intéressé. Je pense que c'est parce que j'ai eu des enfants, et le labo, même si j'y suis quasiment quotidiennement encore maintenant, hein, mais le labo, c'est un peu plus compliqué quand t'as des enfants en bas âge. Donc à la base, je suis photographe, auteur-photographe, tireur. Je suis également enseignant. En sortant de la fac, il fallait bien trouver un métier, même s'il n'est pas plus fixe qu'auteur. Donc, j'enseigne dans les écoles d'art, actuellement à Lens, à Lille. J'interviens également dans d'autres écoles, à Arras, etc. Je m'intéresse également beaucoup au cinéma. Donc, j'ai fait un long métrage et des courts métrages. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la musique. Et que j'aime bien créer des bandes son pour mes projets, photos. Moi, j'avais regardé ton DVD Ma Rencontre. C'est peut-être ça que tu... Oui, voilà, c'était le long métrage de 2020, juste avant le Covid. oui. Qu'on avait commencé à projeter. Moi, je m'amusais à jouer la musique en direct dans les salles, en fait. D'accord. Et j'improvisais la musique sur la réaction des spectateurs. S'ils s'endormaient, je les réveillais un peu ou inversement. C'est assez pratique pour me mettre un rythme. Donc voilà. Donc je dirais que je suis un peu multicasquette. Passionné par l'image, c'est ça qui recentre tout. Je suis également écrivain sur l'image. T'es auteur, voilà, oui. t'es auteur de livres chez Erol. Je suis auteur de livres chez Erol. Il y en a un 5e qui arrive normalement à la rentrée. Et puis... qui sera un lien entre le cinéma et la photo. Et puis j'ai fait aussi pas mal de monographies, une trentaine de petits carnets photographiques, de journaux un peu intimes photographiques. Oui, j'en ai 2 de toi chez Londres et Notes pour expirer des images. Très beau choix, merci à toi. Et l'avantage, c'est que ça se lit. On sent que c'est une écriture qui vient du cœur. C'est pas conceptualisé. Non. Voilà, j'aime beaucoup ton écriture. Et tu aussi, tu l'as pas dit, mais tu es aussi traducteur également, parce que... Oui, alors, ça c'est une casquette vraiment qui était entre guillemets exceptionnelle. On m'a demandé de traduire le bouquin de Campagny sur des photographies, qui est un livre très très complexe parce que l'écriture de Campagny est passionnante et foisonnante. Et même au niveau temporalité, c'est assez complexe. C'était la première fois que je faisais ça. Moi, je suis pas du tout traducteur au départ. Donc, j'ai fait du mieux possible. Il y a eu 2 correcteurs derrière chez Erol. En tous les cas, l'idée, c'était de faire exister le bouquin en français parce que c'est vraiment quelque chose qui présente un panel de la photographie, toute l'histoire de la photo, hein, oui, ancienne comme de nos jours. Il est un peu à part en plus il donne vraiment c'est vraiment un avis personnel sur le C'est ça. sur le photographe. C'est une opinion. C'est une opinion. C'est une réflexion, une opinion menée avec une énorme connaissance historique, un grand bagage. Oui. Donc, parce que même sur certains photographes, notamment Gisèle Freun, que j'aime bien, et j'ai pas mal de bouquins d'elle, et j'ai appris des choses. Donc,
Ah oui, en fait, c'est une mine. Ça foisonne et voilà. Ce qui était un peu compliqué pour ce bouquin, c'était de retrouver les sources des textes parce que elles n'étaient pas forcément dans l'original. Or, il y a des gros textes en français. Donc, il fallait trouver les textes, les bouquins originaux, les années qui ne sont pas toujours mises, les sources, tout ça. Donc, c'est aussi un gros travail de recherche qui m'a passionné, mais qui a dû être fait sur moins de 7 semaines, hein. Donc, c'était un vrai challenge. Ah ouais. C'est un bouquin de 240 pages. Donc, c'est marrant que tu parles de ça parce que je me suis pas mal défoncé il n'y a pas très longtemps par des critiques disant que la traduction était illisible. Bon, j'ai fait au mieux. Heureusement, il y a d'autres critiques qui disent le contraire. Ça fait plaisir. J'ai envie de dire, je suis pas le seul parce qu'on était 3 sur le bouquin au final, avec les deux correcteurs arrangeurs. Mais en tout cas, c'est un bouquin qui a le mérite d'exister. Et qui se lit bien, ouais, moi Je me rassure. j'apprécie. Ouais, il se lit bien. Tu vois, je prends alors je lis pas, tu le lis pas d'une traite, mais Ah, tu peux pas. voilà, tu peux pas le lire d'une traite, parce que je pense que c'est pas le but de ce Non. livre. Mais voilà, tu veux faire une petite pause, tu le prends, tu le lis. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans dans la façon dont c'est Exactement. agencé. Donc, Ouais, la temporalité bouge en voyage. ouais, et ça, j'ai vraiment apprécié. Oui, mais moi j'aime beaucoup Campagny. Je trouve que c'est quelqu'un de vraiment d'extrêmement incroyable, intelligent et original. Et c'est vrai que c'est pas un critique classique. Il raconte l'anecdote avec Susan Sontag, qui le titre vient d'une anecdote que vous lirez dans le bouquin, mais c'est un peu un pied de nez. C'est un peu un écart par rapport à la pensée de Sontag, qu'il adore énormément, hein, qu'il admire beaucoup. Donc voilà, c'est un écrivain important. Et pour rebondir par rapport à Notes sur Explorer les images, ou plus récemment, un petit livre que j'ai sorti en octobre qui s'appelle Écouter les images, j'essaie de faire comment dirais-je, de parler de photos de manière assez simple, plus viscérale que technique ou philosophique, pour que ça touche et que ça rebondisse après dans la pratique. Donc ça fait 20 ans que j'enseigne et j'ai vu un peu toutes les cas de figure avec les étudiants. Et encore ce matin, je donnais 5 heures de cours. J'essaie de créer des liens avec eux, de leur parler simplement pour qu'ils voient comment eux s'exprimer, pas chercher à copier en fait. Voilà. Donc c'est vraiment plus écrit avec le cœur qu'avec une méthode qui correspondrait à tout le monde, on va dire. Ouais, parce que dans ce foisonnement d'images, oui, voilà, c'est difficile de pas copier. Oui, C'est ça. ouais. Mais à la manière d'eux, c'est sympa, mais souvent, alors, je sais plus qui a dit la phrase, je crois que c'est Einstein, mais je suis pas sûr. Il y en a deux qui se la battent, cette phrase, c'est penser qu'on est l'auteur, or qu'on n'est que l'écho, quoi. On n'est pas le son, on est l'écho. Un écho, c'est bien, mais c'est pas grand-chose à long terme. Voilà. Alors du coup, tu vas pouvoir nous parler de ta Une photo, photo. de ta photo Allez. qui est devant moi. Euh, C'était dur de choisir, très dur. Oui, alors je m'attendais pas du tout que tu choisisses cette photo. Elle a été prise où? Alors, c'est une photo qui a été prise en 2016 en Angleterre, dans un marché. C'était un matin d'hiver en décembre. Il faisait très très froid et dans un contexte assez particulier, hein. On va pas faire du Calimero, mais je m'étais fait quitter par ma femme une semaine avant, qui partait avec un autre, et j'étais complètement, j'étais un peu démonté et pas très bien. Et une amie m'a offert, sachant mon penchant pour Londres et une ville dans laquelle je vais toujours quand j'ai besoin de me ressourcer, m'a offert un billet aller-retour et une nuit d'hôtel en me disant, écoute, passe 2 jours à Londres, fais des images, pas trop comment j'aimerais photographier, mais vagabonde dans Londres. Donc je suis parti avec ces billets qu'elle m'avait offert. Je suis parti en train tôt le matin et j'ai marché toute la journée. Euh, et la bêtise que j'ai fait pour contextualiser cette image, qui est un peu fantomatique, je trouve, c'est qu'en fait, j'avais commencé par aller sur tous les lieux où j'allais avec cette femme les années précédentes, parce que j'allais beaucoup à Londres avec elle aussi. Donc j'allais dans le restaurant où j'avais mangé avec elle, je regardais la table vide à côté, j'allais dans le parc où je m'asseyais avec elle, etc. Et je me suis rendu compte que ça me démolissait complètement et ça me permettait pas d'exprimer de nouvelles choses. Donc j'ai pris des itinéraires un peu inconnus, comme il faut souvent faire, en tout cas en dehors de mes cartes personnelles. Je me suis perdu dans les petites rues de Londres, etc. Et j'ai commencé à photographier avec 2 appareils. Alors cette photo est issue d'un réflexe basique, un Canon EOS 300, je crois, ou un 500N, un petit appareil, un 50 mm,
Et j'avais aussi un Olympus Pen avec moi, toujours dans la poche, mais celle-là n'a pas été faite au pen. J'ai un bouquin qui s'appelle Next Notes, Notes nues, qui est un journal intime en fait de reconstruction, une tentative en tout cas, dans l'épisode que j'expliquais juste avant. Et donc en gros, la première journée, je me suis promené, je suis épuisé à marcher, et c'est vrai que j'étais pas très bien. À cette période-là, je n'avais pas mangé depuis 2-3 jours, donc j'étais très fatigué, aphone, etc. Et le soir, quand j'arrive à l'hôtel, ils m'offrent un coupon pour un verre. J'ai le droit à un verre gratuit au bar de l'hôtel. Je vais au bar de l'hôtel, alors je raconte tout ça dans un bouquin, d'ailleurs, plus en détail. Et je bois un coup, et là, j'étais complètement déchiqueté parce que j'étais à jeun depuis 3 jours. Ça doit pas aider. Et donc, voilà, ça ne va pas du tout aider, c'est la très mauvaise idée. Et du coup, je me souvenais plus du tout des images que j'avais fait. Je suis parti me balader dans Londres le soir assez tard. Et pour l'anecdote, je suis rentré chez moi, enfin à l'hôtel, je me souvenais même plus de ce que j'avais fait. Et j'avais 4 ou 5 bobines de Tri-X exposées, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, quoi. Ta photographie Je dirais que j'allais- en transe. En écriture automatique, voilà. Ouais, en truc un écriture peu, automatique, ouais, exactement. qui peut être à mon avis très mauvais ou des fois on a de la chance. C'est pas une méthode que je conseillerais. Et donc le lendemain matin, un réveil un peu dur. Et donc je pars et je vais dans un marché. Donc avec toutes ces expériences un peu bizarres de la veille. Et j'ai vraiment une sale tête, pas bien. Et dans ce marché, on n'avait pas le droit de photographier. C'est vrai que moi, je vais beaucoup en Angleterre parce qu'il n'y a pas vraiment de droit à l'image. On parle que de ça dès qu'on parle de photographie de rue. En Argentine, c'est compliqué le droit à l'image parce que tu peux pas montrer ce que tu fais. Quand tu es en numérique, tu peux toujours montrer ton écran, effacer ou faire semblant, peu importe. Mais en Argentine, tu es coincé. On te demande de voir, tu peux que raconter. Un peu ce qu'on fait là, on voit pas l'image, on la raconte. Et donc, quand je me suis retrouvé face à un stand de marché qui vendait des chapeaux melons très british, on avait plein, et des rangées de chapeaux les uns sur les autres. Je trouvais ça joli parce que c'était un peu comme une foule de Britanniques, d'hommes anglais, élégants. Dans mon imaginaire, en tout cas, je voyais ça. Donc je commence à cadrer. Alors moi, je ne cadre pas avec mon appareil, en fait. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je suis au 50 mm. Le 50 n'est pas très éloigné de l'œil, c'est une focale assez naturelle. Donc j'ai un tic à port, je cligne de l'œil droit. Moi, je vise de l'œil gauche. Et donc je vois à peu près, mais je ne bouge pas mes yeux de toute façon, je vois à peu près ce que je vais avoir dans le cadre. Donc je commence à cligner de l'œil, je vois un peu le cadrage que je peux faire. Et j'ai conscience qu'on n'a pas le droit de photographier. Donc c'est un peu embêtant, c'est pas ça qui allait me freiner complètement, mais ça m'embête. Et au moment où je prends mon appareil pour faire une photo, il y a eu un énorme ray de lumière, mais énorme, qui est passé par l'arrière. Donc il y avait une sorte de rideau qui était derrière le stand, et qui a laissé apparaître du coup ce qui vendait derrière le stand. Et c'était un vendeur de robes. Alors on a 1, 2, 3 robes qui flottent, d'une manière un peu grise, un peu fantomatique, comme ça, en filigrane, derrière ce rideau, et qui viennent remplir le vide qu'il y avait au-dessus des chapeaux. Donc là, j'ai déclenché, j'ai fait qu'une seule photo, parce que je me suis fait directement rappeler à l'ordre par un gardien, qui m'a coupé, et après, la lumière n'était plus là. Donc j'ai pu faire qu'une seule photo, avec des réglages un peu aléatoires, vite fait, bien fait. Je ne m'attendais pas à ce ray de lumière, et on a l'impression du coup, en tout cas pour moi, d'avoir des spectateurs devant une scène, et qu'on a comme ça une espèce de spectacle un peu abstrait qui se passe devant eux, avec 3 silhouettes qui flottent, et une foule d'anglais donc, qui regardent ce spectacle comme ça. Voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la photo, et vraiment la première impression que j'ai eue, c'était de voir des spectateurs. C'est cool. Et après, je me suis dit, ah bah non, c'est un étal. Ah bah oui, oui, ça a été très, très étrange. Donc c'est vraiment ce que tu as ressenti, tu vois, on le ressent. Donc J'ai essayé de le véhiculer dans l'image, ça transpire bien grâce à la lumière. En fait, on va pas enfoncer les portes ouvertes, mais l'écriture, écrire avec la lumière, la photo, etc. Là, pour le coup, cette image-là, elle a vraiment été écrite et même réécrite par la lumière, puisque les chapeaux, ils ont été transfigurés par l'arrière-plan qui est apparu dans le ray de lumière. Donc c'est une photo un peu sur la lumière, sur ce qu'elle peut métamorphoser dans une image toute simple. Et ce que j'aime avec la photo, c'est que c'est, comme disait Bernard Noël, du regard, c'est pas la réalité. On a comme ça un mélange des deux stands recto verso, et ça invite à croire que c'est une foule, des spectateurs. On raconte quelque chose qui n'a pas eu lieu. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la photo, en fait. C'est qu'on peut imaginer plein de choses, c'est un peu comme au cinéma. Ça se ressent dans tes photographies. J'ai toujours, alors je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vois tes photos,
je pense à Truffaut et les 400 coups. Ne me demande pas Ça fait pourquoi. plaisir. C'est Ah, c'est vraiment cette sensation cinématographique. J'ai fait une association d'idées avec tes photos et Truffaut. C'est bah, écoute, ça me touche beaucoup. J'en m'arrête pas tant, mais ça me touche parce que j'adore Truffaut. Alors, Truffaut, j'aime bien, mais en réalité, ce que j'aime, c'est Raoul Coutard, qui était le chef opérateur, le caméraman de Truffaut. Et c'est ça qui m'a lié d'amitié avec Bernard Plossu, avec qui je suis assez proche, parce que c'était pas imiter Bernard Plossu, c'est que moi, quand j'ai commencé la photo, j'ai découvert Plossu, donc forcément, ça m'a influencé, et pas qu'un peu. Mais ce que j'ai aimé dans le travail de Plossu, c'est qu'il me rappelait Truffaut, Godard, Antonioni, René, tous les gens de la nouvelle vague. C'est-à-dire les gens qui ont les films 400, la caméra à l'épaule, et qui font des images comme ça, brutes, extraits de la rue, de la réalité, qui documentent l'époque d'une certaine manière avec leur subjectivité. Donc voilà, ça me touche que tu dises Truffaut pour ça, parce que c'est une de mes références, forcément. ok. Et du coup, alors tu nous parles de Plossu. Alors moi, j'ai découvert tardivement Plossu. Alors j'avais entendu parler, bien entendu, parce que voilà, quand tu t'intéresses à la photo, tu vas piocher dans les bibliothèques, tu vas regarder et Plossu ressortait. Ouais. Il se trouve que, alors c'est une histoire personnelle, mon père avait un Nicormat et un 50 mm Ah bah oui. et il disait, voilà, j'ai le même appareil photo que Bernard Plossu. Et comme j'étais en relation un peu conflictuelle avec mon père, j'ai zappé, Boycott. j'ai zappé intellectuellement Bernard Ouais. Plossu et je l'ai redécouvert il y a quelques années. Où je me suis dit, bon, bah, j'ai peut-être quand même regardé ce qu'il a fait plus attentivement. Et d'ailleurs, tu m'avais conseillé quelques-uns de ses bouquins. Je t'avais acheté Le Voyage mexicain, d'ailleurs, Ouais, à l'époque, je vendais quelques bouquins. Ouais. Il y Voilà. avait Le Voyage mexicain, première, deuxième édition, qui sont des beaux objets. Et en fait, Bernard Plossu, le souci, enfin, le souci, c'en est pas un, parce qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. Et on s'y fait, c'est comme ça. Mais il a fait tellement d'ouvrages, pas loin de 200. C'est je crois que c'est l'auteur européen qui a le plus édité. Après, on a les Japonais, etc., hein, qui en ont fait énormément aussi. Donc, du coup, le problème, c'est qu'on peut tomber sur des livres qui ne nous plaisent pas, dont l'esthétique, dont le sujet, dont l'impression, et là, c'est souvent ça avec les bouquins, n'est pas bonne, on rentre pas dedans, voilà. Donc, il faut être bien aiguillé. Et Plossu, moi, j'aime, dans les bouquins pour après que j'ai choisi, il y a un Plossu. Ah oui, je me suis dit, C'est pas de choisir. ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait pas un Plossu. Il y en a un et j'ai eu beaucoup de mal à choisir. C'est vraiment très compliqué. Voilà. C'est un auteur il me parle toujours beaucoup, qui m'inspire toujours beaucoup, mais que je ne peux que remercier parce qu'il m'a aussi fait découvrir énormément de photographes. Plossu, c'est un passeur, quelqu'un qui partage énormément. Et moi, la première fois que j'ai rencontré, quand j'avais été le voir à La Ciotat, il m'a fait une pile de livres. Il m'a dit, il faut que tu regardes ça. Et il l'a vu juste parce que c'était c'est presque enfin, ma bibliothèque mentale aujourd'hui. Il y avait Sergio Larin, il y avait Sun Later, il y a Ted Kroner, il y a plein de gens comme ça dans une photographie un peu vivante, brute, dont le seul effet est le grain de la pellicule, euh, des reflets, etc., qui me séduit beaucoup. Donc il m'a appris, il m'a fait connaître énormément de choses. Moi, j'ai de lui, j'ai le cinéma fixe. Oui, mais qui est très beau, avec une très belle préface de Dominique Pailly. Voilà, et qui est, voilà, ouais, c'est cinématographique. Ça m'a- Alors, j'ai eu la chance de participer en 2012, 11, je ne sais plus, à l'écriture d'un livre. J'ai coécrit avec Alain Bergala, entre autres, Plossu Cinéma, qui est un livre qui parle des réminiscences entre l'œuvre de Bernard Plossu et les films qu'il a vus étant jeune. D'accord. Et c'est vrai que c'est quasiment des fois côte à côte les mêmes images. C'est pas copié, hein, ça reste dans une bibliothèque d'images. Et je crois personnellement qu'on photographie que ce qu'on reconnaît. Soit ce qu'on reconnaît en tant que motif, soit ce qu'on reconnaît en tant que sensation. Et du coup, c'est ça qui nous fait appuyer sur le déclencheur. Et quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, on n'arrive pas à photographier au départ parce qu'on est perdu. Voilà. Donc on ferait plutôt des cartes postales au départ. Bah, un peu, c'est Koudelka qui fait comme ça plusieurs dans un documentaire
sur Arte où on le voit en train de photographier. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Il y va régulièrement à certains lieux et il prend 10 fois, 20 fois la même photo, le même cadrage, mais avec une lumière différente jusqu'à avoir la photo qu'il désire. Oui, ça, il faut être là à l'instant T. Alors, quand on a la chance de revenir ou de pouvoir prendre le temps, c'est bien. Puis des fois, on peut pas non plus prendre le temps et ça dépend ce qu'on met dans la scène. Là, je pense que le stand, je restais toute la journée, j'aurais pu peut-être la faire mieux. Parce que certainement que le soleil a retapé après, peut-être encore plus fort. Et après, il fallait partir. Et là, pour finir avec l'anecdote, le gardien qui m'a tapé sur l'épaule, vu que j'étais pas bien du tout, il a vu ma tête et au lieu de m'engueuler, tout ce qu'il a demandé, c'est How are you? Et il m'a demandé en gros ça va et je lui ai répondu non. Il m'a foutu la paix. Donc je pense que pour la photo de rue, ce qu'il faut, c'est être largué une semaine avant. Et au moins, on vous fout la paix parce que vous êtes dépressif. Personne n'ose vous parler. Oui, ou alors quand on fait. Moi, j'aime bien, c'est quand on me demande, quand je photographie avec mon appareil photo argentique, je leur dis de toute façon, ça va être flou. Ah oui, c'est vrai, oui, l'argentique, c'est flou. Oui, d'accord, puis ils me laissent tranquille. Voilà. Ouais, mais à côté c'est artiste, à côté. Voilà, l'argentique, c'est vrai, aide. Moi, je sais que plus l'appareil est gros, moins on est emmerdé. Donc, si on se cache façon on est emmerdé, c'est normal, on l'a cherché. C'est aussi pour ça que je me tape des mails sympathiques des fois au réveil via YouTube parce que j'ai fait une vidéo sur la photo de rue où j'engueule pas tous les gens qui ont un zoom. Je les insulte pas comme on me dit que je le fais. Je trouve que le zoom est indispensable quand on fait de la photo animalière. Enfin, il y a plein de pratiques où c'est évident. Et puis, son lecteur était au petit téléobjectif aussi, hein, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Seulement, souvent, c'est un cache-misère. Souvent, pas tout le temps. Lorsqu'on est timide, on zoome, on prend un énorme téléobjectif pour être dans la rue et se rapprocher des gens et le faire à leur insu. Moi, j'aime bien quand on fait corps avec l'image et la situation. Je trouve qu'il y a une question de sincérité. Je me sens pas honnête si je me cache. Donc, je suis plutôt à courir après quelqu'un dans la rue qui veut vraiment prendre sa photo qu'à aller mettre une focale plus importante pour m'en rapprocher. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas simple. Et c'est vrai que des fois, on m'engueule en disant ouais, vous êtes contre le zoom, machin. Mais je suis pas du tout contre le zoom. C'est juste que voilà, je pense que on se déplace. C'était Paul Valéry qui disait, enfin, il me le disait pour le dessin, mais on peut l'appliquer à la photo. Hein. C'est le corps qui fait l'image. C'est pas l'œil. L'œil, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une vue terrifiante d'ailleurs. Hein, je vois très mal. Mais c'est le corps qui fait. Dire, si des fois je ne me mettais pas à quatre pattes ou si des fois je sautais pas en l'air parce que je suis pas grand pour faire une photo, je veux dire, je n'aurais pas le même point de vue. Donc c'est le corps, la posture qui va guider la tête, qui va guider l'appareil. Et l'appareil, c'est le prolongement de ça. Voilà. Donc faut pas hésiter en tout cas à se déplacer et pas rester planqué dans un coin. Oui, Donc puis pas plus se on a un cacher. gros appareil, voilà ça. Et puis pas se cacher quand je fais des Mais non. photographies. Quand je fais des photographies, je souris aux gens. Je me montre. Oui, alors ça ouverte. peut être considéré comme pervers aussi. Attention, quand t'es pas une fille, et alors, les femmes ont énormément de problèmes, et Dieu sait qu'elles en ont. Le seul avantage, parce que quand je fais des workshops avec des femmes et des hommes, l'homme se prend une tarte, pas la femme parfois, pas toujours évidemment, parce qu'elle sourit et ça passe. L'homme qui sourit, on se méfie. Donc il y a aussi des choses. Bon, Mais bah, par moi, contre, mon quand j'ai sourire, des gens qui mon viennent sourire, ça doit passer alors. d'un côté féminin, et tant mieux, c'est cool. Non, mais voilà, il y a aussi le regard, l'intention, tout ça. Mais c'est certain que quand on est avec un moyen format ou une chambre photo, je ne conseille pas, mais dans la rue, les gens s'intéressent, voient et proposent même de poser. C'est pas un peu toujours ce qu'on veut faire, hein, la direction à prendre, etc., n'est pas toujours la bonne, mais en tout cas, ils se sentent moins violentés qu'avec un téléphone, ou qu'avec un petit compact faussement rétro, et hop là. Donc voilà, l'appareil a un impact. Je suis bavard, je suis désolé. Ah, bah, c'est bien, c'est bien. Du coup, par rapport à Plossu, quel livre tu as choisi Allez, c'est parti. de nous Un présenter? bouquin qui n'est pas le plus connu, qui est sorti aux éditions La Lettre Volée, contre Tipa, c'était une exposition en Belgique, qui s'appelle En ville. En ville de Bernard Plossu. Et c'est un bouquin, c'est un des premiers que j'ai acheté, et c'est un bouquin sur Bruxelles. C'est une ville que j'aime beaucoup. Moi, j'ai fait mes études en Belgique, donc je connais pas mal Bruxelles. Et encore une fois, quand j'ai vu le bouquin, il y a ce côté reconnaître les choses. Et j'ai adoré voir un café que je connaissais, sa chaise qui s'appelle Au Soleil, apparaître dans le bouquin. Mais surtout, c'est un livre qui ressemble un petit peu, alors que c'est la Belgique, à un autre livre que j'aime bien, j'en parlerai pas, donc j'ai juste ce nom, L'Europe du Sud contemporaine, qui représente pour moi une sorte de panorama subjectif de la photographie de rue. Alors moi, je défends ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop les termes bourrins, mais la photo de rue atmosphérique, c'est-à-dire que je m'intéresse plus aux ambiances, au climat de l'image, qu'aux personnages.
Et Plossu, c'est un peu ça. Il va photographier une enseigne, il va photographier une table, la fameuse nappe blanche très connue en photo de Paris, en couverture du Poquin Paris. Notamment, il va photographier une plaque d'eau et il y a un côté métaphysique qui ne va pas que ça fonctionne. Il ne va pas attendre qu'il y ait une scène incroyable comme dans les photographies décisives de Cartier-Bresson ou autres. Et c'est ça que j'aime bien. Ça flotte un peu comme au cinéma. Dans le bouquin en ville, on a un panorama. Il y a des gens qui courent, puis il y a une vitrine de librairie avec les cahiers du cinéma dedans, un lampadaire la nuit, une enseigne où il est marqué film, des voitures à l'arrêt garées, des images complètement floues, le chignon d'une femme, un homme qui court après un train. Il y a vraiment de tout, quoi. Et en même temps, ce tout est très cohérent. Hein, c'est un vrai puzzle. Très élégant Alors, dans la façon dont il photographie. Il a Oui, mais il a une élégance, c'est extraordinaire. énorme. C'est 50 mm qui contribue. Il n'y a pas d'effet, en fait. Bernard, on y a été interviewé 1 million de fois, il nous le dira à chaque fois, mieux que moi largement, mais il n'y a pas d'effet. Hein. Donc, ces 50 mm, c'est neutre, c'est élégant. Et il y a aussi le côté des petits formats. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'on trouve les bouquins de Bernard en très, très, très grand format, à part Vamonos qui est gigantesque, qui est très lourd, sur sa chronique mexicaine, mais de Mexique. Mais sinon, c'est plutôt des petits formats. Et il y a même des images qui parfois sont tirées en 4 cm. Et on rentre dedans, il y a une intimité. Ça contribue aussi à l'élégance. C'est pas pareil qu'un panneau de cours, en fait. Ça joue. Quel est le... Donc, voilà, premier bouquin tout en noir et blanc. Voilà, premier bouquin, tout en noir et blanc. Alors, si c'est une évidence pour nous, parce on a regardé ta photo, mais ta photo était en noir et blanc, je me souviens pas si on l'a... Je ne l'ai pas dit, j'ai oublié, elle est en noir et blanc. Elle est faite, j'avais dit en Trix, donc oui, en noir et blanc. Donc Kodak Trix, donc une pellicule en noir et blanc. À l'époque où elle n'était pas chère. Voilà, pour ceux qui... Oui, voilà, c'est ça. Tu travailles maintenant avec l'île Fort de Pan. Hein. Non, mais je ne travaille plus maintenant parce que j'ai plus rien. Non, j'ai vidé les stocks de Pan 400. J'en suis un peu responsable, mais parce que j'ai un projet en cours auquel je suis extrêmement attaché. Et je l'ai démarré avec cette pellicule. Moi, la pellicule, c'est comme au cinéma, c'est-à-dire que c'est essentiel. Je l'ai choisi avant mon projet pour un rendu. Donc, en fonction de son interaction avec le révélateur, le papier, tout ça, je choisis en amont. Donc, je me fais un stock pour être sûr de pouvoir mener mon projet jusqu'au bout. Donc, la Trix, elle est devenue impossible parce qu'elle est en moyenne à 14 balles à peu près. C'est pas possible, c'est indécent. Donc, j'en ai plus au congélateur, il m'en restait 2 ou 3. Pas assez pour ce projet. Donc, depuis 2015, je privilégie la Pan 400 de Ilford, qui est un film que j'aime bien parce qu'on peut le retenir ou le pousser. Donc, à 800, 1600 ISO, ça passe. Hein. Et puis, elle encaisse. Moi, je l'utilise. Elle encaisse très bien. Je l'utilise sur un petit compact Minolta tout automatique. Et j'ai photographié avec des hautes lumières, mais énormes. Non, elle encaisse très très bien. Ça marche vraiment bien. Oui, tant que tu as un bon révélo qui vient compenser un peu haute, ça marche. Le problème de cette pellicule que moi j'utilise donc depuis presque 10 ans, donc il m'arrivait à avoir des années où j'en achetais, je sais pas moi, 300, comme des années où j'en achetais seulement 50, hein, ça dépend. Et ben, a priori, je peux pas me dire si c'est vrai ou pas, mais a priori, il faut de l'arrêter. J'étais au magasin en Belgique, Retro Caméra, pour pas le citer, je les aime beaucoup. D'ailleurs, c'est moi qui leur ai fait connaître la Pan 400 il y a 9-10 ans. Ils étaient les moins chers à la vente pendant des années et des années. Et maintenant, ils sont coincés. Ils me disent que ça fait 4-5 mois qu'ils en ont plus. Et ils pensent, ça fait 1 mois qu'ils me le disent, et ils me l'ont redit de vive voix là, il n'y a pas longtemps, que c'est fini. Donc, j'ai acheté les 10 dernières de chez Retro. Ouais, c'est une cata parce que moi, j'en ai tout juste pour faire le projet. Et c'est un film qui m'aidait pour ma pratique quotidienne. Donc, j'ai plus beaucoup d'équivalents. Donc, je bosse encore avec d'autres films. Hein. Tous les films que j'aime bien ont disparu. Je pense à la Washide, par exemple, que j'adorais. Ils sont rendus un peu contrastés, métalliques. Il n'est plus là. Je pense à un des films qu'on trouvait pas cher, comme la Néopan 1600 ou autre. Elle n'est plus là. Bref, ça devient très compliqué. Donc, je bosse actuellement avec le reste de Pan 400, de la Canon Smer 400, des films comme ça, en fait, qui me permettent, toujours 400 à peu près, qui me permettent d'avoir tout terrain. On va se recentrer sur le bouquin. Sur le bouquin. Prévenu, ça serait compliqué. Sur le deuxième. Alors, mais t'as vu que je suis là pour recentrer quand même. Hein, Oui, non, c'est bien.
Que des fois, je vais loin. La dernière con, j'ai fait 3h20. Donc... Alors, le deuxième bouquin, c'est une femme que j'apprécie énormément, que j'ai découvert quand je démarrais la photo, qui s'appelle Nancy Rexroth. Voilà. Nancy Rexroth, R-E-X-R-O-T-H. Mon accent est en tout. Donc, Rexroth, c'est une photographe qui a pas fait une quantité d'images monstrueuses, mais qui a fait un bouquin colossal à mes yeux, qui s'appelle Iowa. Et dans ce bouquin, donc, qui est sur la ville, Iowa, I-O-W-A, où elle a vécu, elle travaille avec Indiana. Et Indiana qui a un défaut, en fait. Il a un petit défaut dans son espèce de passeure, là où on met le film. Il y a un petit défaut. Donc, toutes les images ont une sorte de petite dégradation dans le haut de l'image. Donc, très reconnaissable. Les images sont vignettées, un peu comme l'Olga, tout le monde connaît. Hein. Mais ça, on s'en fout complètement. Elle fait des petits carrés extrêmement, comment je peux dire, dans lesquels elle véhicule une force incroyable. C'est un peu pictural. On a l'impression d'être devant la photographie cubiste. J'ai l'impression qu'elle pense en forme. Plossus, c'est un peu ça aussi, hein, mais elle synthétise beaucoup les choses. On a des bâtiments avec des portes ouvertes qui font des masses noires, des zones comme ça. La maison est blanche. Et tout est tiré en petit, là, dans le bouquin. On doit être sur du 8-8 ou 9 cm. Il y a des humains aussi. Oui, c'est ce que je je disais. Je regardais en même temps. On voit des mains, on voit Oui, des fragments de corps. ouais, des fragments, comme un puzzle qui C'est ça. petit à petit. Ou des gens qui ont des postures un peu cassées, pas forcément naturelles. Donc c'est assez troublant. Et c'est un côté vraiment que j'aime beaucoup. Alors c'est la photo povera que j'apprécie depuis très longtemps, évidemment. Il y a un côté quand même très élégant, encore une fois, dans ces images, et très poétique. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit toute petite comme ça, pas forcément nette, mais sans flou, et qu'elle soit pleine d'émotions. Voilà, c'est vraiment... C'est un livre Il y a quelque chose de très fait cinématique. quelle taille? Je me rends pas. Ah, c'est un assez grand livre, il doit faire pas loin de 30 cm. D'accord. Et le papier est plutôt mat satin, et les images sont un peu pelliculées brillantes. Du coup, ça leur donne des noirs assez denses, assez contrastés. Il y a aussi des tons chauds, pas vraiment sépia, mais on est sur un beau ton chaud, quoi, un bon Hampton. Donc voilà, et il y a des images un peu plus chaudes que d'autres, notamment des natures mortes, d'objets, de chaises. C'est vraiment un travail de mémoire que je trouve extrêmement puissant. Et écoute, je connaissais absolument pas. Ah mais régale-toi, puis elle a un Facebook, elle est très gentille, où elle partage des photographes qu'elle apprécie de toute époque. Donc c'est toujours un plaisir de la suivre et puis de voir ce qu'elle nous fait découvrir. D'accord, donc photographe qui exerce encore. En tout cas, qui est en tous les cas toujours impliquée dans la photo, même si je vois pas de nouvelles images, j'avais un peu parlé avec elle, mais il faudrait que je relance tout ça. Voilà. Eh bien, c'est super intéressant. J'ai noté Iowa. Alors, je pense qu'on va peut-être pas le retrouver, ce livre. Hein. Alors, il a été réédité il n'y a pas très très longtemps. Donc moi, j'ai foncé il y a quelques années pour la réédition. Et je pense, je n'ai pas vérifié depuis 3 mois, mais j'avais conseillé à l'élève qui l'avait trouvé facilement, qu'on peut encore l'avoir sur les grandes plateformes. C'est que chez les libraires, moi, je privilégie d'acheter directement chez un libraire, évidemment. Mais des fois, ils n'ont pas accès, ils ne travaillent pas avec tel ou tel éditeur. Pas diffusé. Donc dans ce cas-là, il faut passer par les grosses plateformes. Je ne vais pas citer, mais que vous connaissez tous. Qu'on connaît tous. Ouais. Mais on pouvait le trouver aux alentours de 40 €, je crois. Okay. Qui est le prix moyen d'un bouquin photo actuellement. Oui, c'est pas... 45 étant la moyenne. Ouais. C'est toujours un investissement. C'est ça, 2 paquets de cigarettes bientôt. Ça, je ne sais pas, je ne fume pas. Moi, je fume pas, mais en tout cas... Je me rends pas compte. Voilà. Ou 4 mojitos. Voilà. Quel sera ton 3e livre? Le dernier. Le dernier. Alors, très dur. Je voulais de la couleur, puis je dis, on va pas me reconnaître si je veux de la couleur, même si j'adore ça. J'ai pris un bouquin extrait de la Black Trilogy de Ralph Gibson. Alors, la Black Trilogy, c'est un monument pour moi, parce que c'est 3 tomes. Donc, il y a Selon Glisse, Déjà Vu, et Un jour à la mer, je crois que je ne dis pas de bêtises. Honnête, si, un truc comme ça. Et c'est 3 livres qui m'ont énormément marqué quand j'étais étudiant, parce qu'en fait, pour moi, c'est les bouquins qu'ils ont, avec Dwight Michaels, entre autres, lancé la narration via le support livre. Donc, j'étais éditeur pendant pas mal d'années, j'adore mettre en page des bouquins. Avec les élèves, je mets à peu près une centaine, voire 200 ouvrages en page par an, plus tout le reste. Donc, je suis très impliqué dans l'édition. Et il crée des séquences en jouant sur les doubles pages. Et c'est quelque chose que j'adore énormément faire. Et lui, vraiment, c'est le maître. C'est quelqu'un qui a ouvert les portes
et qui est difficile à égaler. Donc, quand on regarde certaines pages, on a par exemple à droite une main qui tient un revolver, puis on voit qu'il y a un nuage qui fait un peu comme de la fumée. Donc ça, c'est page de gauche. Et page de droite, pardon, on a apparemment une chevelure dans le vent d'une femme, etc. Donc c'est disproportionné, mais on a l'impression que les deux photos se complètent. Il y a certains raccourcis de perspective, mais elles viennent se prolonger l'une l'autre. Et j'aime beaucoup une femme qui marche dans le métro assez rapidement, les cheveux en l'air, il y a un nuage à côté. Il y a un côté très contrasté, on est dans les années 70, donc il y a un rendu très dur. On n'est pas chez les Japonais, mais on n'est pas si loin non plus. Rob Gibson, c'est un incroyable tireur également. Donc, il y a un très beau rendu. Et on a comme ça les doubles pages qui viennent créer presque des séquences de cinéma. J'aime beaucoup quand les images interagissent l'une sur l'autre. Comme Robert Bresson disait dans Notes sur le cinématographe, il faut qu'il y ait une transformation. Il n'y a pas d'art sans transformation. La photo documentaire, c'est du journalisme. C'est très important, mais c'est pas de l'art. Et la photo d'art, entre guillemets, j'aime pas le mot art, je déteste, mais d'auteur, voilà, c'est mieux. Une écriture photographique, elle engendre une subjectivité de la transformation. Et à travers ces doubles pages qu'a su mener Gibson, ça interagit. Bresson dit un vert à côté d'un jaune n'est pas le même vert, etc., etc. Elles viennent avoir un impact l'une sur l'autre et elles nous emmènent une troisième image mentale que je trouve très, très intéressante. T'as écrit un livre sur la mise en page, Alors oui, de mémoire comme ça. tout à fait. C'est le premier bouquin que j'ai fait quand Erol est venu me chercher en 2011, qui s'appelait Concevoir son livre de photographie. On l'a réédité il y a 1 an et demi à peu près, mettre à jour les logiciels, tout ça. Et puis j'en parle aussi dans le prochain bouquin en rapport au cinéma, évidemment. Je prolonge le questionnement. Et la taille du livre de Ralph Gibson, parce que pareil, là, je l'ai pas. Alors on n'est pas loin du A4, grosso modo. D'accord, hein, ça reste un petit livre. Oui, oui, c'est un beau feuillet. Il y a presque des pleines pages. Il y a toujours des marges pour les grandes verticales. Donc, ouais, on doit être dans du 15-27,5 par là pour les images. C'est pas mal. Et c'est déjà pas mal comme taille. Bah écoute, je te remercie pour ces 3 livres que tu nous as présentés. C'est un plaisir. Ça permet de découvrir des auteurs. Alors, soit c'est des auteurs qu'on connaît, mais voilà, on loupe certains de leurs livres. Est-ce que tu Et c'est que pour l'argentique, juste avec ça, j'insiste, je coupe un peu, mais il y a Lustrum Press, Lustrum. C'était la maison d'édition de Ralph Gibson, qui a notamment fait des guides sur le développement argentique. Et c'était une maison qui avait connaître pas mal d'auteurs, donc n'hésitez pas à aller voir les vieux livres Lustrum Press, qui sont très durs à trouver pour certains. Et il y a quelques pépites sur le travail de l'argentique. Alors, sur le site, sur mon site argentique.net, je remettrai déjà ta photo, et puis je vais ressourcer un petit peu tous les livres que tu nous as conseillés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton livre justement qui va sortir chez Erol, ou c'est hyper confidentiel? Non, mais de toute façon, c'est mon écrit, donc jusque-là, pas de souci. Mais il y a 2 livres, en fait, moi, que je prépare. Il y a un bouquin pour Erol, il y a une monographie que j'espère sortir en octobre-novembre. Donc là, actuellement, je suis à 200% dans le livre d'Erol, évidemment, qui va être un livre qui s'appelle Le regard cinéma en photographie. Il est déjà annoncé sur les gros sites de vente de livres, hein, donc c'est pas un gros secret. Et c'est un livre dans lequel il y aura des entretiens avec des auteurs assez importants, qui ne sont pas forcément photographes, par exemple, qui ne sont pas forcément que photographes. Par exemple, j'ai eu la chance d'interviewer un très très grand chef opérateur américain qui a gagné comme 2 Oscars pour sa lumière au cinéma, Quand même. et qui a une pratique photographie. Donc, je ne dis pas son nom, mais voilà, ça sera peut-être dans le bouquin. Puis des photographes qui ont rapport à cette espèce d'esthétique cinéma. Donc j'essaie de creuser ce sujet et d'expliquer comment on peut réfléchir pour amener du cinéma dans sa pratique, que ce soit formellement ou plus intéressant dans la narration. Et ton deuxième livre que tu vas Ça sortir? sera une monographie personnelle. Moi, j'essaie toujours de sortir des livres pour mon anniversaire au mois de décembre. C'est mon cadeau que je me fais en tout cas. Mais là, je travaille depuis 2 ans sur une monographie avec des images, certaines un peu anciennes, mais surtout beaucoup de nouvelles. Finalement, les anciennes ont été un peu balayées, je garde quasiment que les nouvelles. Et c'est quelque chose qui va être une sorte d'autobiographie en images, qui aura peut-être un titre très particulier, un peu médical, voilà, et qui va être un peu un pendant de mon bouquin Colorblind, que j'ai sorti en 2013, que je n'ai plus maintenant, qui a bien marché,
qui était un bouquin, encore une fois, un peu narratif, un peu cinéma, avec des déambulations dans plusieurs villes. Là, c'est un bouquin très intime, avec autant de l'info de rue que des natures mortes qui vont cohabiter et qui va avoir une matière très particulière. Donc là, j'ai eu un gros travail de recherche au niveau de la pellicule, de la focale à utiliser, du développement. J'ai fait énormément d'essais, c'est pour ça que j'ai bousillé plein de plans 400 pour trouver, parce que moi, je ne fais pas de retouches après dans Lightroom, Photoshop. Ce qui m'intéresse, c'est le tirage que je peux numériser par la suite, si besoin pour le bouquin. Donc vraiment, là, ce qui compte, c'est tous les tirages que je vais sortir grâce au choix en amont, pellicule, optique, développement, température de développement, etc. Donc il y a une matière très particulière, voilà. Donc c'est un livre que j'ai hâte de mettre en page. Hâte de lire aussi. Alors j'ai la chance d'avoir un de tes tirages en Qui sera dans le livre. qui est- C'est la plus ancienne des images, c'est l'image clé du bouquin. Donc tu as la matière déjà. D'accord. Voilà, Ah ouais, ce tirage est magnifique. je te remercie. Eh ben écoute, oui, j'ai hâte de lire. Merci à toi. Au plaisir de rediscuter ensemble. Tu es le bienvenu. Un grand merci de m'avoir invité. À bientôt.